Les militaires au pouvoir au Soudan ont transféré en prison le président déchu Omar el-Béchir et limogeant le procureur général. Ils satisfont aux exigences des manifestants qui maintiennent toutefois la pression. La communauté internationale reste divisée sur l'offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli, capitale de la Libye. La ville a été la cible mardi soir des tirs de roquettes qui ont fait de nouveaux morts. Un référendum sera organisé du 20 au 22 avril en Égypte selon l'autorité nationale des élections. Une sortie qui intervient au lendemain du vote en faveur de la prolongation du mandat d'Abdel Fattah al-Sisi. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Les militaires au pouvoir au Soudan ont fait de nouveaux gestes pour tenter d'apaiser la contestation, transférant en prison le président déchu Omar el-Béchir et limogeant le procureur général. Cela fait partie des exigences des manifestants qui maintiennent toutefois la pression ce mercredi. Le chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, a émis un décret limogeant le procureur général Omer Ahmed Mohamed, a annoncé mardi le conseil de transition au pouvoir depuis la destitution de Béchir le 11 avril. Ce mercredi, un proche de l'ex-chef de l'État a par ailleurs indiqué que le président déchu, jusque-là détenu dans un lieu inconnu, avait été transféré dans la nuit dans une prison du nord de Khartoum. Devant le QG de l'armée dans la capitale, des milliers de personnes sont toutefois toujours présentes mercredi, comme depuis le 6 avril, dans le prolongement de la contestation qui agite le pays depuis décembre. Au moins 65 personnes sont mortes depuis le début de cette contestation, selon un bilan officiel. Les demandes initiales de départ du président Béchir ont évolué en exigence de dissolution du conseil militaire de transition qui lui a succédé avec l'instauration d'un pouvoir civil. Les leaders du mouvement soulignent que la révolution n'a pas encore atteint ses objectifs. Oui, nous avons renversé le dictateur, mais ces lois sont encore en place, a souligné dans un communiqué l'Alliance pour la liberté et le changement qui regroupe plusieurs formations parties prenantes de la contestation. Il n'y a pas de raison de se réjouir maintenant. Nous n'en sommes pas à la victoire, ont ajouté les chefs de file de la contestation en demandant aux participants au sit-in de rester mobilisés. Toujours au Soudan, un haut responsable rebelle a ordonné ce mercredi la suspension des hostilités jusqu'à fin juillet dans les États méridionaux du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Dans ces deux États, ces hommes sont engagés dans des combats contre les forces gouvernementales. Comme gage de bonne volonté pour donner une chance à un transfert immédiat du pouvoir aux civils, moi, commandant du SPLMN, annonce la suspension des combats pour 3 mois dans tous les secteurs sous contrôle jusqu'au 31 juillet 2019, a indiqué dans un communiqué Abdelaziz Al-Ilou, chef du mouvement populaire de libération du Soudan Nord. Cette annonce intervient quelques jours après que le conseil militaire, chargé de la transition suite à la destitution d'Omar el-Béchir, eut déclaré un cessez-le-feu dans les régions connaissant des violences, les États du Nil Bleu, du Kordofan Sud et du Darfour dans l'ouest du pays. Au Darfour, le conflit a fait plus de 300 000 morts depuis 2003 selon l'ONU. Ces dernières années, le niveau de violence a toutefois largement diminué au Darfour, Omar el-Béchir ayant annoncé plusieurs trêves unilatérales. En 2009, la Cour pénale internationale basée à La Haye a lancé un mandat d'arrêt contre Omar el-Béchir pour crimes de guerre et contre l'humanité au Darfour, ajoutant en 2010 l'accusation de génocide. Aussi, selon l'ONU, des milliers de personnes ont-ils été tuées dans les États du Nil Bleu et du Kordofan Sud depuis le déclenchement d'un conflit meurtrier en 2011, après que les rebelles de Ilou ont pris les armes contre les forces gouvernementales, accusant Khartoum de marginaliser ces deux régions. Le groupe de Ilou a fait partie historiquement des rebelles qui combattaient Khartoum avant l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Depuis cette indépendance, le groupe se fait appeler SPLMN.
La communauté internationale reste ce mercredi divisée sur l'offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli, capitale libyenne et siège du gouvernement d'union. Le GNA, la ville a été ciblée mardi soir par des tirs de roquettes qui ont fait 6 nouveaux morts. Reportage. Soumis lundi soir par le Royaume-Uni à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU, un projet de résolution sur la Libye réclamant un cessez-le-feu et un accès humanitaire inconditionnel aux zones de combat près de Tripoli ne fait toujours pas l'unanimité selon des diplomates à l'ONU. Depuis le début, le 4 avril de son offensive, l'armée nationale libyenne ANL, autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar, piétine au sud de la capitale, même si elle proclame quotidiennement des percées. Les combats ont fait en 2 semaines au moins 189 morts, parmi lesquels des civils, 816 blessés et plus de 18 000 déplacés, selon un nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Le criminel Haftar a commis une agression barbare dans les quartiers de Wastin et d'Al-Antisar, ce qui montre qu'il est un criminel. Si une personne a une once d'humanité, il ne ferait pas ce qu'il a fait. Mais je dis à tout le monde qu'il sera jugé. Nous présenterons tous les documents à la Cour pénale internationale, l'accusant d'être un criminel de guerre et de commettre des crimes contre l'humanité. Nous, les Libyens, serons forts devant ce criminel. L'ANL du maréchal Haftar a toutefois démenti être à l'origine des tirs et dénoncé des actes terroristes. Dans un communiqué, le commandant général de l'ANL a accusé des milices terroristes qui contrôlent la capitale de tirer aveuglément des roquettes de type Grad et des obus sur la ville. Mardi, le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a prévenu qu'elle n'hésiterait pas à élargir ses enquêtes pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Libye. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Le Parlement égyptien a voté ce mardi en faveur de la prolongation de la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi. Si le test obtient l'approbation du peuple suite au référendum prévu pour avoir lieu sous peu, le président égyptien pourra donc rester au pouvoir jusqu'en 2030. Reportage. Abdel Fattah al-Sisi pourrait diriger l'Égypte jusqu'en 2020. Le Parlement égyptien a voté ce mardi en faveur de la prolongation de sa présidence. L'amendement voté par le Parlement stipule que le mandat actuel du président doit s'achever au bout de 6 ans, mais il peut être réélu pour un autre mandat de 6 ans. Le vote du Parlement doit encore être suivi d'un référendum qui devrait être organisé dans les tout prochains jours. La campagne pour ce référendum a déjà commencé avec de nombreuses banderoles déployées dans les rues du Caire depuis plusieurs jours. Aucune information n'a filtré sur le nombre de voix recueillies en faveur des amendements constitutionnels au Parlement, qui compte 596 élus. Installée en 2016, cette législature est majoritairement favorable au président Sisi. La révision constitutionnelle doit également accroître le contrôle du pouvoir judiciaire par l'exécutif et institutionnaliser le rôle politique de l'armée, pilier du régime. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été élu en 2014 avant d'être réélu en 2018 pour un second mandat. Et justement, concernant ce référendum, il sera organisé du 20 au 22 avril en Égypte. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'autorité nationale des élections. Cette annonce faite par le président de cet organisme public, Lachin Ibrahim, lors d'une conférence de presse, survient au lendemain donc du vote du Parlement en faveur de la révision. Elle doit permettre au président Abdel Fattah al-Sisi de pouvoir se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030, alors que son mandat actuel s'achève en 2022. La consultation populaire se tiendra du 19 au 21 avril pour les Égyptiens de l'étranger, a-t-il ajouté. L'amendement de l'article 140 de la Constitution permet de faire passer le deuxième mandat de Sisi de 4 à 6 ans, portant ainsi son terme à 2024. Le chef de l'État pourrait ensuite se représenter en 2024 à un troisième mandat de 6 ans. La Constitution en vigueur limite la présidence à 2 mandats consécutifs de 4 ans.
Au Bénin, le plaidoyer pour la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture demeure d'actualité. En vue de sa concrétisation, les défenseurs de droits humains, de concert avec les autorités en charge de la justice, ont entrepris d'œuvrer à l'appropriation des standards internationaux en la matière. Et c'est à la faveur d'un atelier national de réflexion, la substance à travers ses principales interventions. Notre position en tant qu'organisation de la société civile, autant qu'elle nous donne la possibilité de soulever parfois, face au grand découragement des acteurs publics, nos points d'insatisfaction nous offrent aussi l'occasion, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, d'inviter à la réflexion commune pour créer les conditions en faveur d'un meilleur positionnement du Bénin en matière de respect de la dignité humaine à travers la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture. Il s'agit d'un outil important d'amélioration des conditions de détention et de réduction des mauvais traitements à l'endroit de tous citoyens béninois. Distingués invités, cette initiative conduite par Changement Social Bénin s'inscrit dans la dynamique d'une synergie d'action entre organisations de la société civile béninoise intervenant sur la question de la torture et se veut une action de la société civile béninoise et non de Changement Social Bénin seul. Je peux dire que la venue du projet plaidoyer pour la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture en République du Bénin est bien opportune. Ce projet, initié par l'ONG Changement Social Bénin, arrive dans un contexte où il fera véritablement bouger les lignes en vue d'une correction de la politique de gestion des conditions de vie en milieu carcéral pour y replacer au cœur la dignité des personnes privées de liberté. Mon souhait, c'est qu'à l'issue de cet atelier, chacun de vous puisse véritablement s'approprier les standards internationaux en matière de prévention de la torture. En bref, en image, le ministre gabonais de l'Éducation, Michel Menga Messonné, a annoncé la suspension de la réforme des bourses qui avait provoqué début avril des manifestations lycéennes dans les principales villes du Gabon, ainsi que l'arrêt des cours. La réforme des bourses ne sera pas applicable cette année et le gouvernement annonce la reprise des cours le jeudi 19 avril 2019 sur toute l'étendue du territoire, a déclaré tard mardi soir le ministre à la télévision. La semaine dernière, des milliers d'élèves étaient descendus dans les rues des principales villes du pays pour s'opposer à un décret modifiant les règles d'attribution des bourses. Celui-ci fixe à 19 ans l'âge maximum pour y avoir droit et exige au moins 12 de moyenne au bac général, alors que beaucoup de lycéens prennent du retard dans leur cursus, arrivant à l'université après 20 ans. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne nuit à chacun